Exclusivité et rivalité. On retrouve ici une idée ancienne, bien plus ancienne que la théorie néoclassique. Cette idée renvoie aux caractéristiques intrinsèques et concrètes des biens, c'est-à-dire à leur valeur d'usage. Cette idée ancienne est la suivante. Les comportements possibles et concrets vis-à-vis des biens sont liés aux caractéristiques des biens eux-mêmes. Les usages des biens dépendent de leurs caractéristiques. Par exemple, pour éplucher une pomme de terre, ça marche mieux avec un éplucheur qu'avec une fourchette. La chose semble triviale, mais elle est importante car pour la théorie néoclassique, c'est inhabituel. Elle en reste d'habitude aux valeurs d'échange. La plupart du temps, elle ne s'intéresse pas aux aspects concrets des biens, c'est-à-dire aux valeurs d'usage. Nous avons d'ailleurs vu que dans l'équilibre général de concurrence parfaite, les biens sont substituables entre eux. Pour faire une hypothèse aussi peu vraisemblable, il faut nécessairement ignorer la dimension concrète des biens. De ce point de vue, les notions que l'on aborde ici sont inhabituelles, elles se situent dans les marges de la théorie néoclassique. Voyons à présent ces deux notions. Tout d'abord, l'exclusivité. On parle d'un bien exclusif quand il est facile d'en exclure l'usage à ceux qui n'ont pas payé pour le consommer. Par exemple, le sandwich que j'ai acheté à la boulangerie, je vais le manger à midi et personne d'autre ne pourra le manger, donc je vais exclure tous les autres consommateurs de sa consommation. On parle de biens non exclusifs quand les individus ne peuvent pas se retirer réciproquement la possibilité de consommer un bien donné, par exemple l'éclairage public. Je ne peux pas empêcher les autres passants dans la rue d'en profiter. Il est difficile d'exclure ceux qui n'ont pas payé pour le consommer. La non-exclusivité relève des caractéristiques intrinsèques du bien considéré, c'est-à-dire des spécificités concrètes présentées par sa valeur d'usage. La notion de rivalité à présent. À ce problème, donc, s'ajoute souvent le fait que certains biens se caractérisent également par une consommation dite rivale. La consommation d'un bien rival diminue la quantité de biens disponibles pour les autres individus. Sa consommation par l'individu A augmente donc le coût d'opportunité des autres individus. À l'opposé, on parle d'un bien non rival quand la consommation par un individu ne diminue pas celle des autres. Par exemple, l'éclairage public, là encore. Donc vous voyez que cette notion de rivalité renvoie au fond à la quantité disponible du bien. Revenons maintenant à la notion de passager clandestin au regard de ce que nous avons raconté à propos de la notion de rivalité et à propos de la notion de pollution. Voici ce que raconte fréquemment la théorie néoclassique. Quand un bien est non exclusif, tout le monde peut se comporter facilement en passager clandestin et à la limite, si tout le monde adopte ce type de comportement antisocial, le bien considéré disparaît, c'est alors une énorme défaillance de marché puisque le marché lui-même disparaît faute de biens. C'est en partie sous cet angle que la problématique du réchauffement climatique et de la pollution sont abordées dans la théorie néoclassique. Le service apporté par l'écosystème constitue un bien libre, non exclusif, qui se trouve surutilisé et que l'on risque de détruire car il existe au départ en grande quantité, mais cette quantité est finie. Ainsi, c'est quand même un bien rival. Bien évidemment, si l'écosystème en vient à être totalement détruit, toutes les activités humaines et les marchés seront également détruits puisque l'humanité fait partie de l'écosystème. Pour éviter d'en arriver là, faut-il réglementer pour interdire ou limiter certaines activités? Peut-on se contenter d'une taxe? Ou bien la création d'un ou plusieurs marchés de l'utilisation des biens naturels peut-elle résoudre notre problème? Telles sont les questions que se posent les néoclassiques quant aux questions écologiques.